bonjour à tous, je suis Dorian Cullier, je suis ORL au Centre Antoine de la Cassagne et je vais vous parler aujourd'hui des cancers de l'oropharynx. Donc, pour replacer les cancers de l'oropharynx dans l'ensemble des cancers des voies aérodigestives supérieures, il est important de préciser que les cancers des VADS représentent environ 14 000 cas par an en France et plus de 600 000 dans le monde. Ça représente le 4e cancer en France et représente environ 5% dans l'ensemble des cancers. On ne va s'intéresser aujourd'hui qu'au carcinome épidermoïde, puisque ça représente plus de 95% du type histologique des cancers des voies aérodigestives supérieures. Le reste de ces cancers-là sont représentés par les sarcomes, les tumeurs des glandes salivaires accessoires ou des tumeurs beaucoup plus rares. Donc on ne s'intéressera qu'au carcinome épidermoïde. Donc les cancers des voies aérodigestives supérieures sont représentés de plusieurs sous-localisations. La principale sous-localisation, c'est la cavité buccale, qui représente environ 30% des cancers des VADS. En deuxième lieu, c'est le larynx, qui représente environ 25% des cancers des VADS. Puis il y en a ensuite l'oropharynx et l'hypopharynx, qui représentent chacun environ 20%. Donc on va s'intéresser aux 20% en rouge des cancers de l'oropharynx. Donc pour donner quelques notions sur l'anatomie de l'oropharynx, donc l'oropharynx représente l'étage moyen de l'ensemble du pharynx, la partie supérieure étant le nasopharynx, la partie inférieure étant l'hypopharynx et la partie moyenne, donc l'oropharynx. Donc la paroi latérale de l'oropharynx est composée par l'amygdale, son pilier antérieur et son pilier postérieur. La paroi pharyngée postérieure constitue la paroi pharyngée postérieure de l'oropharynx. Sa paroi supérieure est composée par le voile et dans sa partie antérieure, on retrouve la base de langue, les vallécules et l'épiglotte. Et il faut bien avoir à l'idée que la base de langue fait partie de l'oropharynx et non pas de la cavité buccale. De la même manière que l'épiglotte, dans son bord libre et son versant lingual, fait partie de l'oropharynx, puisque la limite inférieure de l'oropharynx est une ligne passant par le bord supérieur de l'ossioïde. Pour parler d'épidémiologie, il faut bien préciser que le principal facteur de risque de l'ensemble des cancers des VADS, c'est l'intoxication alcoolo-tabagique. Ainsi, en France, dans la deuxième partie du XXe siècle, on a observé une diminution de la consommation d'alcool et de tabac, ce qui a abouti à une diminution à la fois de la mortalité et également de l'incidence de l'ensemble des cancers des VADS. Cependant, pour le cancer, au cours de cette même période, il a été une augmentation de cette incidence. Donc plusieurs études ont été menées pour essayer de comprendre pourquoi les cancers de l'oropharynx augmentaient en incidence, bien que le facteur de risque principal, alcool et tabac, diminuait en exposition. Et c'est ainsi qu'on a mis en évidence la causalité du virus HPV pour les cancers de l'oropharynx. Donc plusieurs études ont évoqué cette possibilité dans les années 70. Et c'est au début des années 2000 que les principales séries ont été publiées et l'HPV a été reconnu comme un agent carcinogène des cancers de l'oropharynx en 2009 par l'Agence internationale de recherche contre le cancer. On peut ainsi voir sur le graphique de droite que depuis les années 2000, on visualise une augmentation de l'incidence de l'ensemble des cancers des VADS et de l'ensemble des cancers de l'oropharynx. Donc cette augmentation est clairement due à sa partie liée au virus HPV, alors que la partie non liée au virus HPV reste constante. De ce fait, on distingue deux grandes entités au sein des cancers de l'oropharynx, ceux qui sont liés au virus HPV et ceux qui ne sont pas liés au virus HPV. Et ces deux entités présentent de nombreuses différences sur le plan histologique, épidémiologique, biologique, pronostic, et on va voir ces différents points dans la suite de cette présentation. La proportion entre les cancers liés au virus HPV et non liés au virus HPV est variable en fonction des pays et des zones géographiques, puisqu'elle est également dépendante de la consommation alcoolo-tabagique et des habitudes sexuelles dans une population. Ainsi, au sein des pays dits du Nord, Amérique du Nord, Europe du Nord et Australie, les carcinomes épidermoïdes de l'oropharynx liés au virus HPV représentent plus de 90% des cancers de l'oropharynx, alors qu'en France, en Italie et dans la partie moyenne de l'Europe, on est aux alentours de 40% liés au virus HPV et 60% non liés au virus HPV, et c'est en train progressivement d'aller vers les 50-50, alors que dans les pays du Sud, Espagne, Portugal, avec une forte consommation alcoolo-tabagique, les cancers liés à HPV représentent moins de 25% de la totalité des cancers de l'oropharynx. Globalement, la présentation clinique peut être considérée comme similaire. Ça touche principalement les hommes
de 60 ans et le motif de consultation initiale, c'est une odynophagie, une douleur à la déglutition, souvent unilatérale et persistante. Donc il faut vraiment se méfier de ces histoires d'angine traînante, d'angine résistant au traitement antibiotique ou de douleurs unilatérales qui doivent bien sûr pousser à une consultation envers un ORL pour rechercher une lésion néoplasique. Une autre moyen de présentation, c'est l'adénopathie cervicale chez ces patients où la tumeur initiale est peu symptomatique, mais va envoyer des métastases ganglionnaires qui peuvent se voir avec une tuméfaction cervicale. Et donc, il faut bien garder à l'esprit que toute tuméfaction cervicale chez une personne de plus de 40 ans doit être considérée comme carcinomateuse jusqu'à preuve du contraire. Il existe cependant quelques particularités épidémiologiques entre les deux entités que sont les carcinomes épidermoïdes de l'oropharynx, l'IHPV et non l'IHPV. Globalement, les patients dont le cancer n'est pas lié à HPV ont donc une consommation alcoolo-tabagique plus importante, donc un taux de comorbidité plus important, notamment sur le plan cardiovasculaire. Ces cancers-là peuvent atteindre les différentes sous-localisations de l'oropharynx et dans la présentation clinique, le stade tumoral T va être souvent plus important et un stade tumoral N moins important. A contrario, pour les cancers liés au virus HPV, ça touche des patients en meilleur état général puisque avec moins de consommation d'alcool et de tabac. Au cours de leur vie, de manière statistique, il a été reporté un nombre de partenaires sexuels plus important. Par contre, ces cancers-là vont toucher des zones prédominantes au sein de l'oropharynx, principalement ces organes lymphoïdes que sont les amygdales palatines et les amygdales linguales, donc la base de langue. Et ces patients-là vont généralement se présenter avec un stade tumoral moins avancé, mais avec un stade ganglionnaire plus avancé, un stade N plus important. Le bilan initial est similaire, que le cancer soit lié ou non au virus HPV et doit toujours commencer par le bilan des comorbidités, notamment chez certains patients avec une forte intoxication tabagique, avec la recherche de pathologies annexes cardiovasculaires. En termes de bilan carcinologique, d'imagerie, ça doit toujours passer par un scanner cervicothoracique et une IRM cervicothoracique. La page de l'échographie peut apporter des informations très intéressantes, notamment sur le bilan ganglionnaire, puisqu'il va falloir analyser autant les ganglions du même côté de la tumeur que les ganglions contralatéraux. La place du TEP-TDM est également discutée, puisqu'elle apporte des informations particulièrement intéressantes, notamment chez les patients qui ont un stade tumoral assez avancé, à la recherche d'une métastase, ou chez des patients avec une forte intoxication alcoolo-tabagique pour rechercher une seconde localisation tumorale synchrone. La pendendoscopie sous anesthésie générale est elle aussi obligatoire, que la tumeur est soit liée au virus HPV ou pas. Donc le but de cette intervention, qui se passe sous anesthésie générale au bloc opératoire, est vraiment d'examiner parfaitement les limites de la tumeur, de pouvoir en palper toutes ces localisations, afin de déterminer précisément toutes ces extensions, mais également de rechercher une seconde localisation tumorale synchrone au sein des VADS et dans le même temps de réaliser des biopsies afin de confirmer le caractère carcinomateux de la lésion et deuxièmement de rechercher des traces d'infection par le virus HPV. D'un point de vue histologique, il existe également des différences puisque les cancers liés au virus HPV sont généralement des types histologiques peu différenciés, voire basaloïdes, alors que les HPV négatifs sont en général bien différenciés et kératinisants. En routine, ce qui nous permet de différencier un cancer lié à HPV et non lié à HPV, c'est l'immunohistochimie de la protéine P16. Alors il faut bien avoir à l'idée que la protéine P16 est une protéine normale du cycle tumoral. Elle est simplement hyperproduite en cas d'infection par le virus HPV. C'est donc un reflet indirect de l'infection par le virus. Et sans rien une protéine virale. Les autres tests qui peuvent être réalisés soit en pratique de manière exceptionnelle, soit principalement en recherche, c'est l'hybridation in situ, la PCR ou encore le RNA-scope, et probablement que dans l'avenir, ces tests plus fins et plus précis deviendront en routine. À l'heure actuelle, seule la protéine P16 est recommandée. Basé sur ce résultat de la protéine P16, on aboutit à une stadification TNM qui est différente en fonction de ce résultat. C'est dire à quel point ce sont deux entités totalement différentes, puisqu'en 2018, l'UICC a publié la classification TNM avec un changement majeur, notamment pour la stadification ganglionnaire des cancers liés à HPV, ou du moins P16 positif. Donc, une fois le bilan réalisé, clinique, paraclinique, les résultats de les biopsies et la protéine P16, on peut donc classer
selon les recommandations de l'UICC avec le staging TNM. Et il faut bien aussi comprendre que cette stadification TNM est uniquement à visée pronostique et ne doit en rien influer la décision thérapeutique. Donc la prise en charge thérapeutique, elle va essentiellement être basée sur la taille et le volume tumoral, puisque des petites lésions que l'on peut classer globalement T1, T2, N0, N1 vont être traitées de manière avec un traitement unimodal. C'est-à-dire soit on va faire chirurgie exclusive, à la fois chirurgie sur la tumeur, la zone T, mais également sur les aires ganglionnaires, ou une radiothérapie exclusive. Ça, c'est possible pour les tumeurs globalement de moins de 4 cm, avec un faible ou une absence d'envahissement ganglionnaire cervical. Par contre, dès que la tumeur va être avancée, stade T3, T4 ou avec un envahissement ganglionnaire homolatéral, voire contro ou bilatéral, il va falloir avoir recours à un traitement multimodal. Deux options à nouveau, soit une chirurgie première, puis une radiothérapie adjuvante. Cette radiothérapie pourra être potentialisée par un traitement systémique à base de sel de platine en cas de facteurs histopronostiques négatifs que sont notamment les marges d'exérèse si la tumeur est en exérèse R1, en cas de rupture capsulaire des ganglions cervicaux ou en cas d'engainement périnerveux ou embole vasculaire. L'autre option possible est une radiothérapie potentialisée, c'est-à-dire que c'est une radiothérapie avec dans le même temps un traitement par sel de platine ou thérapie ciblée cetuximab. La place de la chimiothérapie d'induction reste encore assez discutée et est une histoire d'école. On peut encore la proposer quand le risque métastatique est élevé, notamment chez ces patients N3 qui peuvent supporter ce traitement. Donc les modalités thérapeutiques en pratique, on ne va pas forcément rentrer parfaitement dans les détails, mais globalement, le traitement chirurgical peut être très varié. Ça va partir d'une chirurgie par voie endobuccale, qui peut éventuellement être robot-assistée pour des cancers de la paroi pharyngée latérale ou de la base de langue, et qui vont être peu invasives, à parfois des chirurgies beaucoup plus invasives en fonction du stade tumoral et qui peut aller jusqu'à une exérèse par voie transmandibulaire. Et de la même manière, en fonction de l'exérèse, il faut apporter une reconstruction adéquate qui peut être soit par des moyens simples et locaux comme la boule de Bichat ou le lambeau de Femme, des lambeaux régionaux pour les verges de substance assez limitées encore, infrahyoïdien et platysma, ou des lambeaux libres de manière quasiment la plus fréquente avec le lambeau antébrachial ou antérolatéral de cuisse. La radiothérapie, elle, se fait à hauteur de 60 degrés sur toutes les zones tumorales. Ensuite, la dose est variable en fonction du risque et se fait bien sûr en modulation d'intensité. La protonthérapie, pas encore utilisée en première intention sur cette indication, mais probablement que dans les années à venir, c'est une piste de progrès. D'un point de vue pronostic, nous l'avons vu, la classification TNM permet de bien exprimer le fait que ces tumeurs sont clairement de pronostics différents. Le virus HPV est le principal facteur pronostic des cancers de l'oropharynx. Ainsi, on voit la publication principale de Hang dans le New England. Les cancers avec un statut HPV positif ont un pronostic bien supérieur, que ce soit en termes de survie globale ou sans récidive. Les autres facteurs pronostiques associés sont principalement et de manière habituelle le stade tumoral, le stade T et le stade N, mais également la consommation de tabac. Et la consommation de tabac est un facteur pronostique également pour les cancers liés au virus HPV. C'est une chose qui n'est pas totalement encore comprise, mais clairement les patients HPV positifs tabagiques ont un pronostic bien inférieur aux patients non tabagiques. Pour avoir des ordres d'idée, la survie globale de cancer HPV+, on est aux alentours de 90% à 5 ans, alors que pour les HPV négatifs, on est plutôt à l'entour des 60%. La surveillance est également similaire en fonction du caractère HPV induit ou pas. Donc elle est commune à tous les cancers des VRADS, elle se base sur des examens cliniques à intervalles réguliers, très rapprochés la première année tous les 2 mois, puis petit à petit on va commencer à élargir l'intervalle tous les 3 mois, 4 mois, etc. Des examens d'imagerie essentiellement par scanner et IRM la première année, puis des scanners cervico-thoraciques au minimum de manière annuelle et à chaque signe de suspicion clinique. Le but de ces consultations de surveillance est bien sûr, dans un premier temps, de rechercher des signes de récidive, que ce soit locales, régionales ou métastatiques, mais il faut également rechercher des lésions métachrones, c'est-à-dire des lésions qui peuvent être liées au même facteur causal, que ce soit alcool-tabac avec les cancers du poumon ou du virus HPV avec les cancers de l'anus ou du pénis et de l'utérus, du col. Et il faut bien sûr s'attenir à surveiller une abstinence
des toxiques, puisque ces patients traités pour un cancer des VADS, bien souvent vont arrêter la consommation d'alcool et de tabac dans les premiers temps, mais ont tendance à reprendre à distance de leur traitement en cas de guérison. Et donc c'est aussi le rôle du cancérologue de leur rappeler les principes d'abstinence. Et donc il n'y a vraiment pas de particularité liée au suivi des cancers liés à HPV, bien que ce soit une maladie totalement différente. Donc pour terminer, je vous ai mis quelques une petite foire aux questions qui sont des questions classiques posées par les patients atteints d'un cancer de l'oropharynx. Globalement, existe-t-il un dépistage des cancers de l'oropharynx? Non, ce n'est pas possible, puisque c'est une zone anatomique extrêmement compliquée à examiner, que toutes les techniques, notamment de rinçage de bouche ou de brossage amygdalien, ne sont pas validées et pas utilisables en pratique courante, donc il n'existe pas de dépistage à l'heure actuelle. Y a-t-il une précaution à prendre pour les conjoints de patients atteints d'un cancer de l'oropharynx HPV induit? On sait que le virus HPV est un virus sexuellement transmissible et qu'il est à l'origine de certains cancers. À l'heure actuelle, il n'existe aucune précaution pour ces conjoints de patients atteints de cancer de l'oropharynx lié à HPV, bien qu'on sait que le risque soit légèrement supérieur à la population générale, mais l'exposition au virus HPV est bien antérieure au début du cancer. Donc il n'y a pas de précaution envers les conjoints. Et l'intérêt de la vaccination, on sait qu'il existe une vaccination pour les jeunes filles et les jeunes hommes ayant des relations sexuelles avec les hommes au début de l'activité sexuelle, qui a montré une prévention, une diminution de l'incidence des cancers du col de l'utérus. L'ensemble des études actuellement publiées ont tendance à montrer un effet dans le même sens pour les cancers de l'oropharynx. Alors c'est plus difficile à démontrer puisque le délai de début de cancer de l'oropharynx est bien plus tardif que pour les cols de l'utérus, mais globalement, beaucoup d'informations vont en ce sens et convergent dans l'intérêt d'une vaccination, mais ce n'est pas encore recommandé et probablement que dans les années à venir, ce sera un point important. Voilà, en conclusion, le cancer de l'oropharynx, c'est un des rares cancers des VADS dont l'incidence est en cours d'augmentation au cours de ces dernières années. La principale modification de l'épidémiologie est survenue par le virus HPV. Il faut toujours garder ce signe d'alerte devant une odynophagie traînante ou unilatérale, la possibilité de cancer des VADS qui nécessite une consultation avec un ORL spécialiste. Et à l'heure actuelle, il n'existe pas ou peu d'implication du virus HPV dans la modification des pratiques et de prise en charge du cancer de l'oropharynx, mais c'est actuellement au cœur de plusieurs études de recherche clinique et probablement que dans les années à venir, il y aura une modification de la prise en charge en fonction du caractère HPV induit ou non. Voilà, je vous remercie pour votre attention.